Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature qui sera consacrée à 3 tomes principaux en comics, à savoir Star Wars Lando, donc le Lando jeune cette fois-ci, non pas le vieux Lando de la trilogie originale. On continuera ensuite avec Star Wars 7, la série de Kieron Gillen, et on terminera par Dr. Aphra, tome 3. Alors je suis Thomas, et pour discuter de toutes ces nouvelles infos, je suis accompagné de David, et également de Francis. Bonjour tout le monde. Donc bonjour à tous, je rappelle la dernière émission que Star Wars en direct a pu enregistrer. Il s'agit de Star Wars en direct 170 qui présente, alors il est semi-spoiler puisqu'on a une petite analyse behind the scene de Rise of the Skywalker et également une analyse des photos qui sont sorties dans Vanity Fair avec quelques projections. Alors on rappelle qu'il y a toujours un recrutement au Québec, qu'on peut acheter des t-shirts Star Wars en direct sur la boutique, et on va en profiter également pour remercier nos partenaires, à savoir Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Et donc, messieurs, avant qu'on rentre en hyperespace, on va faire un petit WhatsApp sur vos dernières geekeries Star Wars. Allez, je vous écoute, on commence par Francis. De mon côté, c'est assez léger. Effectivement, on a fait la dernière émission 170 là, sur toutes les infos de Vanity Fair. Il faut avouer qu'il y en avait énormément quand même. Ça a fait une longue émission, un bon 2 heures, je crois. Sinon, je suis dans la lecture actuellement de l'Escouade Inferno. Donc, Battlefront 2, l'Escouade Inferno. Le 1 ou le 2? Le deuxième. Donc, l'histoire de Jyn Erso et son équipe. Roman que je conseille à tout le monde, que j'avais bien apprécié en anglais, là, il y a quoi, 1 an environ que c'était sorti? Un peu plus qu'1 an. Fait que, non, c'est quand même un format, un style de roman qu'on n'avait pas tant vu jusqu'à maintenant là, dans le canon Star Wars. Donc, je le conseille à tous. Ce serait ça pour mon WhatsApp. D'accord. David? Donc moi, pas beaucoup de choses Star Wars, à part effectivement, je confirme que le roman que lit Francis est excellent. Moi, j'avais commencé les Master and Apprentice de Claudia Gray et je ne l'ai pas encore fini. Et j'aurai aussi le drama sur Doku à lire. Enfin, à écouter, puisqu'il n'est pas sorti en version papier. Et en mode geekery, j'ai été invité par James et Faye dans leur Geek of Westeros. Et donc on s'est bien amusé. Alors il dure longtemps, je suis désolé, 3h40. Mais il n'y a pas que moi qui parle, on fait un résumé complet. On fait un petit retour sur la saison aussi. Merci de nous écouter, si vous tenez jusque-là. Alors, moi me concernant, en geekery Star Wars, qu'est-ce que j'ai fait à part lire les comics? J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter le Star Wars en direct sur spoilers sur les Mandaloriens, où Dany nous raconte tout ce qu'ils ont pu voir sur la série, et j'avoue que je suis comme un dingue à l'idée de voir cette série. Je crois que ça m'emballe presque 1000 fois plus que le film encore. J'ai l'impression qu'on va avoir du vrai Star Wars comme j'aime, et je pense que ça va être génial. Vraiment, ça va être génial. En plus, j'adore Pedro Pascal. Hésitez pas à écouter celui-ci de Star Wars en direct. Vraiment, moi, j'étais comme un fou. Ça m'a fait ma journée, en fait, après l'avoir écouté, vraiment. Et là, je m'en suis toujours parmi, vraiment, tellement ça a l'air génial. J'espère juste qu'ils nous ont pas survendu le truc. Et toujours en Star Wars, je continue à jouer sur Galaxy of Heroes. On s'éclate pas mal. On est avec la team donc Star Wars en direct et puis Planète Star Wars. Et là, on commence à bien upgrader. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. En littérature, en ce moment, je suis sur Life Debt. C'est bien le deuxième, celui-là, de la trilogie de Chuck Wedding. Exact. Oui, tout à fait. Donc Dette de vie en français. Et il est vrai que le premier tome de Chuck Wedding m'avait un peu saoulé. J'avais trouvé que c'était long,
pas hyper intéressant, poussif, et j'avais un peu galéré. Et puis notre comparse Loïc là de Star Wars en direct m'a dit allez vas-y Tom, mets-toi sur la suite, tu vas voir c'est bien. Le 2 est trop bien et le 3 est encore mieux. Alors allez, donc, du coup j'ai poussé un peu et je m'y suis mis, là j'en suis à la moitié, c'est vrai que là c'est génial. Et ça me rappelle en termes de construction, je sais pas, d'enjeux, de nombre de personnages, je sais pas, de scénario, ce qu'on pouvait voir sur de l'UE Légende. Et là vraiment c'est cool et ça nous donne presque des indices un peu sur l'épisode 9, ça nous explique un peu l'avant épisode 7, comment on en est arrivé là, et voir peut-être même, on a même des pistes sur Mandalorian, puisque il nous explique qu'en fait l'Empire travaille toujours en fait dans certaines planètes, qu'il y a des planètes qui sont un peu laissées de côté, que ils attendent qu'une chose, c'est que chacune des planètes en fait arrive à expier en fait, enfin à virer l'Empire petit à petit, et c'est peut-être ce qu'on va commencer à voir dans Mandalorian. Donc voilà, on sent que vraiment c'est construit, il y a des références à pas mal du nouvel UE en fait, et ça me plaît beaucoup. Et puis juste pour rebondir sur ce qu'a dit David, hier soir j'ai enregistré justement avec James Effet, donc dans Geek en série également, une émission sur les Sons of Anarchy, qui est une série que j'adore vraiment. Et pour la petite anecdote, on a passé 3 heures à enregistrer un truc et ça a planté en fait, l'enregistrement a planté. Donc on est bon pour recommencer mardi. Voilà. Donc mais par contre, on a passé également un très bon moment et on s'est lâché, on a parlé pendant 2 heures de Sons of Anarchy, puis à un moment, ça je sais pas, ça a vrillé sur Star Wars, c'est parti sur une vanne et on a parlé des Mandaloriens pendant bien 3 quarts d'heure, donc c'était assez rigolo aussi. Donc voilà pour ce qui est du WhatsApp, et puis nous allons passer immédiatement en hyperespace. Attention au piège. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Maintenant que nous sommes en hyperespace, nous allons commencer avec la première critique, et c'est Star Wars Lando, et nous allons écouter David, et il aura un petit bonus à nous rajouter en plus. On t'écoute David. Oui, alors, donc Lando, je vais vous lire le 4e de couverture. Pour remplir ses chroniques, Lando Calrissian, autoproclamé meilleur contrebandier de la galaxie, recherche la gloire et la fortune. Mais avant cela, il doit rembourser ses dettes, et fait donc passer des armes sous les yeux avertis de l'Empire. Avec L337 et le Faucon Millennium, personne ne peut arrêter Lando. Donc ça c'était pour le 4e de couverture. Comme vous l'avez compris, on suit Lando jeune, donc joué par Donald Glover, dans une aventure que j'ai beaucoup appréciée, où on va l'engager pour aller faire donc cette mission, pendant qu'effectivement il arrête pas de refaire des références à ses chroniques. Il y a énormément de blagues de L3 par rapport à ses capes aussi. L3 pense que le fait que Lando porte des capes le rend fou, ou au moins joue sur sa psyché. Ça, je trouve ça extrêmement drôle. Donc au niveau de l'auteur, quand même, je cite Rodney Barnes, avec des arts de Paolo Villanelli. Et moi j'ai trouvé ça donc bien écrit et très beau. Et mention spéciale pour le coloriste, parce qu'il y a vraiment des couleurs extrêmement néon, qui va très bien avec cette période sur Lando qu'on nous a un petit peu... Ça va bien avec le film Solo. Donc vraiment un excellent comics, moi j'ai trouvé, que je conseillerais à tout le monde, avec... j'ai noté vraiment plusieurs plans qui m'ont marqué, qui feraient des très très jolis posters, du faucon qui fonce sur la planète, avec la bulle qui est très 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 haute, du coup on a vraiment cette impression de vitesse. On a... L3 qui tient Lolo d'un prisonnier, qui est magnifique, j'ai vraiment marqué cette page. Et petite blague très amusante, il y a la scène mythique de Leia et de Luke qui font du Tarzan dans l'Étoile de la Mort. Là on se retrouve avec la même photo, sauf que c'est Lando qui fait le rôle de la princesse, extrêmement drôle également. Que Lando également ne se voit pas en tant que leader. Et pendant toute cette histoire, on le pousserait à être leader, quelque part. Et, en fait, pendant tout le dernier acte, il se fait complètement bobiner et il comprend pas que... En fait, tout était prévu avant, que c'était pas c'est pas lui qui a dirigé toute l'opération. Et à chaque fois, il fait non, mais moi je veux reprendre le pouvoir, c'est pas normal. Donc voilà, ça c'est très très bon. Et la fin nous fait totalement
la liaison avec le film Solo, puisque vous savez que le Faucon était sur Vandor à la fin, et donc Lando va sur Vandor. Là, on va le retrouver dans Solo quand Anne et Chewie vont le chercher. Ça paraissait un petit peu gros qu'il soit là. Bon, maintenant, on a un petit peu plus d'explications de pourquoi. C'est toujours un peu gros, mais au moins, on sait pourquoi il est là. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, mes amis? Vas-y, Thomas. Vas-y, Francis. Ah! Ok, de mon côté, de mon ouais. De mon côté, je partage en partie l'avis de David. Je m'étais noté que c'était un comics un peu standard. Dans le fond, j'avais bien aimé la dynamique entre Lando et L3 là, pré-solo. Donc, on reconnaît la relation qu'ils ont dans le film, mais peut-être très légèrement moins aboutie. Comme tu dis, David, Lando est limite agaçant, là, tellement qu'il est... Oui. Mais j'ai vu quelques commentaires sur ce comics-là que les gens ne reconnaissaient pas le Lando, mais ils reconnaissaient pas le Lando de l'Empire contre-attaque. Mais là, c'est pas le même Lando. Effectivement, c'est le Lando du film Solo. Donc, on a un Lando très, très narcissique ou en tout cas très imbu de lui-même, un peu comme dans le film. Un côté adolescent, un petit peu. Oui, un peu. J'ai aimé qu'on voit aussi le côté bon gars malgré sa profession. Donc, tu sais, il y a un certain code moral, même si, un peu comme Han Solo, qui veut s'autoproclamer vilain, mais qu'en fait, il fait à peu près tout le temps là, ce qui est juste. Bon, on reconnaît ça aussi ici avec Lando. J'ai beaucoup aimé, comme tu disais, le pont à la fin. Là, ça fait le pont avec le film. Le Faucon qui a été saisi, ça explique la présence sur Vandor. Je m'étais noté toutes les scènes d'action avec le Faucon, mais version Lando. Donc, tu sais, on est habitué de voir le Faucon en version Anne, toute maganée. Donc, j'ai bien aimé, parce qu'on a quand même beaucoup de scènes d'acrobatie faites par le Faucon. Quelques batailles dans l'espace et dans l'atmosphère aussi. Donc, je m'étais noté aussi, côté positif, des très jolies couvertures. Oui, là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que les couvertures, c'était un dénommé Forbes, W. Scott Forbes. Donc, comme le magazine Forbes. Donc, j'ai trouvé que c'était très joli. Honnêtement, je sais pas. Ça a dû être un choix difficile du côté de Panini pour choisir celle qu'elle allait mettre sur l'album. Sinon, côté scénario, c'est là que j'étais moyennement déçu, ou en tout cas, j'ai trouvé moyennement intéressant. J'ai trouvé que c'était du déjà vu un peu, générique. Ça m'a fait penser aux comics sur Chewbacca il y a quelques années déjà. Donc, une histoire qui tourne un peu en rond. Donc, un des héros qui se retrouve à délivrer une planète là, de l'oppression. Bon, je sais pas. C'était pas. Ça m'a semblé être un peu du déjà vu. Côté graphique, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Mais rien de particulier non plus. C'est pas de wow. Vraiment, là, être stupéfait là, devant. Je suis d'accord avec David, il y a des très belles. Des doubles pages, entre autres, là, quand même très belles. Mais, tu sais, c'est ça. Rien qui m'a marqué comme tel. Côté couleur, comme tu disais, c'est très flashy. Donc, ça fit avec le Lando de ces années-là, la fameuse chemise jaune qu'on va retrouver dans l'épisode 9. Donc, j'ai trouvé ça quand même bien. Un détail aussi que j'avais pas mentionné sur les couvertures, j'ai bien aimé qu'on reprenne le logo type là, qu'il y avait dans le premier comics de Lando. C'est vrai. Sorti il y a quoi, peut-être en 2016, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un divertissement, c'est ça, que j'ai trouvé quand même assez standard. Pas dans les pires, pas dans les meilleurs. Je dirais juste de ne pas s'attendre à la qualité de celui de 2016, de Charles Soule, que vraiment, moi, m'avait beaucoup impressionné. Ici, je trouve qu'on n'est pas là. On est moins dans le wow que celui de 2016 de Charles Soule, mais quand même un bon produit dérivé de film, parce que je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il faut le prendre de façon péjorative ou pas, là. Mais, il était sorti juste avant le film ou juste après le film? De toute façon, clairement, non, c'est après. Lié, hein.
Ouais, c'est après. Ouais, c'est après que ça. Mais c'est ça s'est un mis à peu jour. dans cette série de livres qui sortent pour pouvoir promouvoir le film. Ouais, ben avec les épisodes numérotés, souvent on a droit à ce genre de produit-là en amont. Donc, tu sais, les séries, le voyage vers telle affaire. Là, c'était après. Je pense que c'était pour surfer sur la popularité du personnage et du. Il y avait eu, par exemple, aussi un one-shot sur Beckett. C'est celui-là que je pensais aussi. Mais bref, c'est ça. Alors, moi, du coup, c'est marrant, Francis, que tu dises qu'il est pas à la hauteur du premier Lando qu'ils avaient sorti hein, dans le nouvel UE. Moi, le Lando de Charles Soule, hein, c'est bien ça, hein, moi, j'avais pas du tout aimé. Et j'avais trouvé, notamment, que dans l'ambiance, j'avais trouvé ça mou, out of character, presque, parce que sur l'ambiance, sur les persos, sur pas mal de choses, pour moi, ça m'avait fait penser l'ancien Lando à l'ambiance qu'on avait dans une BD d'une des toutes premières BD de l'univers Legends en fait, qui était vous savez là où il y avait le clone de l'empereur. Donc c'est pour vous dire où les couleurs étaient hyper fades et où c'était mollasson et complètement des idées complètement hors sujet. Et celui-ci je l'avais pas du tout aimé à l'époque. Et alors celui-ci je l'ai adoré par contre. Et je crois que le côté couleur fluo, non pas parce que j'aime le fluo, mais parce que je trouve que ça colle tellement à l'ambiance du film Lando et au personnage de Lando jeune. Que du coup ça j'ai trouvé génial dans la rhétorique les vannes entre lui et son robot L3 hein, c'est ça hein c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans l'ambiance du film et qui faisait je trouve vraiment clairement la plus-value du film sur Solo. C'était Lando avec son droïde. Il y a exactement les mêmes relations, je trouve que là c'est hyper bien caractérisé. Alors certains se sont plaints effectivement que ce que tu disais là oui c'est pas le Lando de la trilogie. Bah non. Effectivement, c'est pas comme ça qu'il fallait le caractériser, il fallait le caractériser exactement comme il est dans le film, d'autant plus que finalement on se rend compte que ça se passe en tout et pour tout quelques heures, voire au plus loin quelques jours avant le film, c'est-à-dire qu'au moment où on rencontre Lando, il a pas eu le temps d'évoluer entre maintenant et quand on le retrouve avec Solo, parce que voilà, on se retrouve dans cette fameuse scène où ils font la partie de Sabak et où il va lâcher son faucon quoi, petit à petit. Et ça c'est intéressant et de le voir que ça nous rappelle que oui, le faucon à la base il est bien à lui. Et donc ça c'était bien, donc de le revoir la vraie version du faucon tout neuf avec pas encore le trou au milieu, donc ça c'est très très bien, ça j'ai adoré. Par contre le scénario, l'histoire elle est un peu déjà vue, d'ailleurs ça me fait aussi penser un petit peu à la fin de Solo quand ils vont libérer les Wookiees quoi. Et en fait lui il a vécu 2 jours de suite la même histoire un peu Lando quoi. Donc ça m'a un peu gêné. Et après donc comme à mon habitude hein, j'ai essayé de checker en fait les différentes espèces connues. Donc à part dans la scène finale où on les voit autour de la table de Sabak avec les mêmes personnages qu'on avait dans le film de Solo, j'ai pas retrouvé d'aliens autres. Les fameux aliens roses là qui ont des oreilles d'elfe. J'ai cru que c'était une ancienne race d'aliens qui avait existé, qui est d'ailleurs très, très ancienne parce qu'elle existait, on les retrouvait à la base pour la première fois dans la série de Marvel, les premiers Marvel Star Wars qui étaient publiés en France chez Titan. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ces aliens roses déjà qui existaient, enfin ces humanoïdes roses, et c'était une race particulière qu'on retrouvait après, qu'on a retrouvé dans l'UE, qui avait été canonisé par l'ancienne UE à l'époque, et qu'on avait même retrouvé jusque dans la série Legacy. Que donc l'héritage avec le fameux arrière petit-fils de Luke Skywalker, et je pensais que c'était eux. Et en fait, quand j'ai été sur internet, ils appellent ça des Pétrusianes. Et j'ai pas retrouvé le nom de l'ancienne race. Tu te rappelles ce que c'est, David ? Je crois que tu veux parler des Dévanoriens, mais je suis pas sûr. Ils avaient des cornes. Non, les Dévanoriens, c'est ceux qui ont les cornes. Là, c'était vraiment une race de personnages qui avait qui était humanoïde. La copilote, ou le grand cheveux frisés. Dans Legacy. Oui, peut-être bien, ouais. Mais tu vois le nom de sa race ? Pas tout de suite, mais je peux regarder.
Eh ben vas-y si tu trouves. Donc du coup ça veut dire que c'est encore une race similaire hein, si j'ai bien compris. Donc là visiblement David est en train de vérifier. Mais du coup je trouve que c'est dommage. Et ça m'a fait penser un peu à l'époque où ils avaient trouvé les nouveaux personnages bleus que je retrouve le nom de cette race donc dont George Lucas faisait partie dans son film. C'était les j'ai perdu. Qui faisait penser aux Chiss, mais sauf qu'ils avaient pas les yeux rouges. C'était les. C'est la race de Papanoïda. Alors, je me rappelle plus. Voilà, c'est ça, de Papanoïda. C'est des. Recherche. Ah, j'ai complètement perdu. Enfin bref, du coup voilà, je me suis dit c'est dommage, c'est des races qui se ressemblent énormément et pourquoi ne pas réutiliser des races qu'on a. Alors c'est bien je trouve d'amener des nouvelles races, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi les espèces de personnages bleus avec les bouches allongées là, un petit peu tête bizarre. Bon, c'est bien d'amener des nouvelles races mais j'aime bien aussi avoir mes repères. Donc voilà, ça c'est mon côté névrosé des aliens dans Star Wars. Par contre, à un moment, on retrouve un droïde médical, donc ça c'est bien. Et pareil, on a un espèce d'alien aussi qui ressemble, vous savez, à l'alien poilu blanc qu'on a dans Rogue One. Sauf qu'il est violet. Bon, je trouve que soit on crée une nouvelle race vraiment importante, enfin vraiment différente, mais si c'est trop similaire, bah autant refaire le même quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Bon ça c'est ma petite critique et aussi ce qui est intéressant c'est que on voit pourquoi le faucon il est bloqué en fait parce que quand on regarde le film on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que le faucon il est ancré au sol, bah voilà là maintenant on le sait donc c'est des petites réponses hein, c'est du easter egg, ça nous fait plaisir mais c'est sympa quand même et surtout moi j'ai vraiment passé un bon moment et je trouvais que c'était très bien caractérisé même si le scénario il casse pas des briques. Alors voilà. J'ai retrouvé la race dont tu parlais, c'est les... j'ai essayé de bien le prononcer, c'est Zeltron. Et ils sont réapparus dans A New Dawn, dans le canon. Je parle que pour le canon. Et aussi dans le one-shot Rogue One, Cassian et K2SO, que j'ai pas encore lu, mais apparemment, il y a une référence dedans. D'accord, très bien. Et la race du baron Papanoïdia, là, qui ressemble aux Chiss, c'est les... J'ai sur le bout de la langue, j'ai horreur de ça. C'est les Pantoriens, voilà. Donc ça m'a fait penser à ça. Donc là du coup moi je vous propose qu'on mette les notes. Bon du coup comme je suis lancé je vais vous donner ma note. Moi je donnerais un bon 14-15. David ? Ouais, moi je vais même monter un petit peu ta note pour vraiment... je pense que c'est le genre de comics que vous voulez avoir sur votre étagère pour les dessins et l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard mais au moins elle se complète bien et on est bien entraîné dedans, donc je vais me monter à 16. Ok. Et Francis ? Moi, de mon côté, j'avais mis un 70%, donc un peu comme Tom, un 14 sur 20. D'accord, donc on est en gros, si je fais la moyenne, à 14,5 tout pile tout poil. Donc ça veut dire que c'est un comic, si vous ne l'avez pas encore acheté, qui vaut la peine d'être acheté. Donc allez-y, c'est à posséder. Et avant qu'on passe à Star Wars 7, David, tu vas nous faire une petite transition entre Lando et Star Wars tome 7. Alors, il faut savoir que sur le tome 6, on avait retrouvé les Skatonscar, et quand vous commencerez le tome 7, vous verrez qu'ils ne sont pas présents du tout, et on part totalement sur une autre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, il y a eu un one-shot hors série, vous l'appelez comme vous voulez, qui a été publié en kiosque par Panini, et pas encore en hardcover, le Storm of Crate, les Tempêtes de Crate. Donc vous pouvez le retrouver dans le hors-série numéro 3. Mis à part ça, c'est un hors-série qui est plutôt intéressant. Il y a l'annual de Dr. Aphra, l'annual de Star Wars, enfin l'annual 3 de Star Wars, la Tempête de Crate, et même un petit peu de Vador à l'intérieur. Donc, sur Crate, en fait, on va retrouver notre équipe... de rebelles favoris, recherche toujours une base, et Leia repense à la planète Crate. Je dis repense puisque elle avait déjà été évoquée dans le roman Leia, Princess of Alderaan. Et alors que cette planète est totalement inhospitalière, Mon Mothma le sait très bien, ils vont aller faire une expédition. Du coup, ils vont déposer les fameux speeders que l'on retrouve dans l'épisode 8. Et ils vont parler avec un espèce de contrebandier qui connaissait Bail Organa, pendant que les Scars vont les retrouver, et il va y avoir une bataille, potentiellement la bataille finale de l'escadron Scar,
Donc c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas dans le set. Alors, chose amusante, c'est que ce n'est pas les dessinateurs et scénaristes de la série régulière de Star Wars, mais c'est très ressemblant. Donc du coup, on a des dessins de Mike Mayhew, comme Peter Mayhew. Ouais, j'allais la faire. Tenté pour nos amis Wookiee. Donc voilà, donc c'est un comics qui est tout à fait dans l'esprit du reste de Star Wars, avec ce photoréalisme. C'est très gris parce que Crate c'est très très gris et très rouge. Donc voilà, vous pourrez vous procurer le kiosque en attendant, puisque Aurélien Vives m'a confirmé que pour l'instant il n'était pas prévu d'être publié en hardcover. Enfin, du moins, il ne m'a pas donné de date, mais il m'a dit qu'un jour ce le serait. Donc faites votre choix. Sachant que c'est pareil, on avait eu, je me rappelle, un one-shot sur le bras rouge de C3PO, et ils avaient dit, un jour il sortira, et puis un coup ils avaient trouvé l'occasion de le sortir dans un relié, et puis on l'avait eu finalement, je crois que c'est dans le Poe Dameron numéro 1. Premier Poe Dameron. Mais au final, avec les années, ils doivent être rendus à plusieurs one-shots comme ça qui n'ont jamais publié en album. Là. Exactement. Tu parlais de celui de K2SO avec Cassian tantôt. Mm-hmm. Avec l'épisode 8, on a eu droit au moins à un, là, celui sur DJ. Il y a eu Beckett plus récemment avec Solo. C'est ça. J'en oublie sûrement. Évidemment, il y a des annuals des fois là, qui sont pas dans les albums. Et puis il va y avoir aussi tous les Edge of Resistance, Edge of Rebellion qui sont des one-shots aussi. Oui, mais d'après ce que j'ai vu au niveau du planning, c'est prévu pour sortir groupé, donc un album pour les vilains, un album pour les héros. Donc, ouais. Et peut-être qu'ils les rajouteront là-dedans. Oui. Je suis pas sûr que c'est une autre série. Tu vois, dans les vilains, ils pourraient mettre Beckett, je sais pas. À voir. Ouais, faut juste que ça fitte avec la période, par contre. Enfin, en tout cas, Panini, sur le kiosque, ils indiquent bien quand c'est les hors-séries. Donc du coup, moi, ce que je conseille aux auditeurs, c'est que si vous prenez que les hardcovers, prenez les hors-séries si vous voulez les avoir de suite et être sûr de les avoir en français. Prenez les hors-séries de kiosque. Pourquoi pas, ouais. Et tu mettrais quoi comme note ? Ouais, je suis toujours un peu sévère avec la partie Star Wars que je trouve qui est un petit peu moins intéressante. Donc je dirais 13. Ok. Voilà. D'ailleurs, il y a un détail je vous le dis là maintenant, parce que peut-être qu'on le reverra jamais. Il y a un combat au sabre laser avec l'escadron Scar. Et personnellement, en tant que... moi, je fais de l'aïkido, donc du coup, je connais un petit peu le sabre. Et il y a un passage où là, je me dis que la personne qui a dessiné doit pas vraiment connaître, parce que le personnage de l'escadron, j'ai oublié le nom, le chef qui a le sabre vert, il peut très facilement abattre Luke en un coup, et ne le fait pas. Et c'est une page complète avec 2 images, et c'est quasiment la même position, et je vois parfaitement que Luke devrait perdre sa tête. Et ça me perturbe. Mais bon. Voilà, sur le reste du temps, ça va, je sais, c'est des sabres laser, c'est pas très crédible. Mais cette page-là, elle me dérange un petit peu. Ah oui, il y a Wedge, qui est un petit peu out of character, je trouve, d'ailleurs. Mais bon, on le reconnaît pas beaucoup, déjà, et en plus, au niveau de son action, je trouve que c'est pas tout à fait le Wedge que je reconnais. Voilà. Du coup, Francis, maintenant, tu vas pouvoir nous parler, puisqu'on a fait la transition avec la série Star Wars, de ce tome 7. Allez, on y va. Oui, du côté de la 4e de couverture, ça nous dit « Le premier test de l'étoile de la mort a dévasté la lune de Jedha, mais les survivants vivent encore dans les ruines. Parmi eux se trouvent les derniers partisans de Saw Gerrera. Alors que les plans de l'Empire se tournent une nouvelle fois vers Jedha, Luke, Leia et Han vont tout faire pour nouer de nouvelles alliances. » Donc, effectivement, c'est le 7e volume là, depuis que Marvel a récupéré Star Wars. Les cendres de Jedha, ça inclut les numéros 38 à 43 de la série. Scénariste, on a droit à un nouveau scénariste, là, Kieron Gillen, qui était celui qui était chez du côté de Afra, si je ne me trompe pas, jusqu'à maintenant. Le créateur de Afra. Oui, exactement, à l'époque de la série Vador. Et il remplace Jason Aaron, qui laisse sa place, et je peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Malheureusement, par contre, au dessin, on a encore Salvador Larroca, donc je sais que certaines personnes l'aiment bien. Moi, ça m'horripile, mais bon. Ça, c'est des préférences personnelles. Ça fait un peu tableau du 15e siècle, quoi.
Ouais, effectivement. Et côté période, on est dans +1 après la bataille de Yavin, donc on est exactement en même temps aussi que l'album suivant dont on va parler, Dr. Aphra numéro 3. Donc les deux se passent un peu en parallèle. On se rappellera qu'il y a quelques temps, il y avait eu un crossover là, des deux séries. Donc c'est vraiment en parallèle. J'ai trouvé que c'était un album intéressant sans plus. J'étais un peu comme David pour ce qui est de la série Star Wars. Je peux pas dire que je suis emballé. Depuis peut-être le 3e tome là, avec la prison sur le bord d'un soleil, là, je dirais que. Et dans lequel il y avait Aphra d'ailleurs. Mais depuis ce temps-là, je trouve que ça tourne en rond un peu beaucoup. On a eu l'épisode avec Yoda qui était dans le passé, on va dire. Mais bref, j'ai hâte qu'on passe à autre chose parce que je sais aussi, puisque j'en lis en anglais, que l'avenir sera meilleur. Donc, mais celui-là, c'est ça. Intéressant sans plus. J'ai aimé par contre le retour sur Jedha. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une super idée. Dans un sens, ça vient un peu conclure, tu sais, parce que on a quitté Jedha en catastrophe comme spectateur. Donc, c'est le retour aussi, bon, la 4e de couverture le mentionnait, c'est le retour de certains partisans. Que visuellement, moi, j'ai trouvé que c'était donc beau, donc j'étais très content de les retrouver. Comme la couverture de l'album le présente, on a droit à un Han Solo qui commence à s'imposer comme leader dans la rébellion, ou comme, en tout cas, du moins comme meneur de troupes. Tranquillement, pas vite, là, je pense qu'on s'en va vers le général Han. Qu'on retrouve là, dans l'épisode 5. Donc, point de vue négatif, je m'étais noté quand même un général impérial là, complètement caricatural. Je veux dire, c'est clair. Même pour une BD Dr. Aphra, là, j'aurais dit que c'est trop. Là. C'est vraiment là, déjà l'œil de pirate, l'armoire à glace digne de, je sais pas, là, de le pire douchebag que vous avez jamais croisé, avec un bras de robot, la Robocop un peu. C'est en tout cas, moi, qui fait du feu en plus. Ouais, exact. Je me suis dit, on n'est pas dans l'Empire. Là. On est ailleurs. Mais bon, c'est ça, c'est le choix de Gillen. En fait, ça m'a rappelé justement le dérapage, si on peut appeler ça comme ça, dans la série Vador, où est-ce que là, tout à coup, on avait un savant fou qui avait créé plein de cyborgs puis de concurrents à Vador. Là. Donc, ça m'a rappelé un peu ça. Chose que j'avais pas particulièrement appréciée. J'ai noté aussi que le voyage spirituel qu'on y retrouve dans la BD, que Luke fait une espèce de... je vais partir du début. On est sur Jedha, donc c'était une place sainte avec toutes sortes de congrégations religieuses. Donc le retour de Luke sur place nécessairement est une bonne occasion. J'ai trouvé que l'idée n'était pas mauvaise de faire un petit pèlerinage, on va dire, auprès d'une des congrégations religieuses encore actives sur Jedha. Mais néanmoins, j'ai trouvé que le voyage était un peu raté ou sans grand intérêt. Bref, ça s'étire et ça mène à rien. Je m'étais noté aussi, côté graphique, bon, la Roca, je l'ai mentionné tantôt, moi je trouve que c'est toujours aussi atroce. Peut-être une très légère amélioration depuis le dernier album, mais c'est ça. Déjà, voir des décalques de visages individuels dans une case, bon, ok. Mais là, j'ai même remarqué dans cet album-là qu'on a droit à un tableau complet là, avec toute la fine équipe dans le cockpit du Faucon Millennium. Et c'est exactement les mêmes poses que dans une des scènes de la trilogie originale. Mais évidemment, on est dans une occasion tout autre. Donc, la même face sur Han, sur Leia, sur Luke, sur Chewbacca, bon... Bref, je suis plus capable de Salvatore Larroca, je pense que ça paraît. C'est soit des scènes des films, soit des scènes de behind the scene ou de making-of qu'on a déjà vu aussi. Enfin, à chaque fois, on reconnaît les poses, c'est pas possible. Exact. En fait, je serais même curieux de voir ces modèles pour les autres personnages qu'ils créent. Par exemple, ici, on retrouve la reine de Shutorun. J'ai oublié son nom, là, mais... Trio. La reine Trio. Pourtant, elle arrête pas de dire « Appelez-moi Trio ». Elle le dit au moins 5 fois. Ouais, effectivement, un peu comme Leia qui veut pas qu'on l'appelle Votre Altesse. C'est ça. Mais
Puis le pire, c'est que je trouve le personnage intéressant quand même. T'sais, le fait qu'ils construisent ce personnage-là depuis un bon bout de temps. Mais malheureusement, je sais pas, je trouve qu'il est un peu mal utilisé. Bref, c'est ça. Pour moi, ça a été un divertissement un peu moyen. Je vais vous laisser la parole, messieurs. Peut-être commencer avec toi, David. Ouais. Moi, je fais tout à fait ton avis. Par rapport à la Roca, ça me dérange pas tant que ça s'il faisait tous les dessins de visage toujours de la même façon. Or, c'est pas le cas. Il y a des pages où il va les dessiner de façon BD classique, et puis d'un coup, il va faire une finesse dans les traits, mais qui suit pas dans le reste du dessin. Et alors là où je trouve que c'est pas possible, c'est sur le commandant hyper méchant, comme tu l'as dit, trop méchant. C'est pas possible que dans l'Empire, en fait, il y a autant de méchanceté. Pour moi, les gens de l'Empire, c'est des gens qui sont avec un code moral qui est ce qu'il est, qui pour nous paraît effectivement diabolique, mais c'est pas l'Empire du mal pour eux. Eux, ils font quelque chose qui est juste. Au final, l'escadron Scar est plus juste par rapport à ça. Et là, lui, c'est vraiment un méchant. Il parle comme un méchant, il réagit comme un méchant, et il fait un bandeau de pirates. Et le bandeau de pirates, on a l'impression que ça a été fait avec Photoshop. C'est un aplat noir sur quelque chose de réaliste. Je trouve que ça ne colle pas du tout. Enfin, je suis sûr que Nick Fury, quand il est dessiné avec son bandeau, il doit y avoir un peu de texture dans ce bandeau. Là, il n'y a rien. Et je trouve que là, du coup, on voit très bien que c'est pas possible que c'est un personnage de BD. Donc voilà, j'ai parlé de la Roca, je vais parler du reste. Il y a J'ai une question pour vous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette espèce de lune de cristaux violets où il y a une atmosphère qui donne en vue sur Jeddah? Effectivement, une création de Gillen. C'est ça, parce que j'ai pas souvenir. C'est Nadjeda. Dans le film. C'est une espèce de. Nadjeda, c'est une lune en fait autour de Jeddah, quoi. Oui, tout à fait. Mais. Avec atmosphère. C'est beau, mais je trouve pas ça crédible. Mais c'est beau. Dans une concept de BD, il n'y a pas de problème. Mais quand on entend nos fameux fans qui râlent sur tous les détails qui sont dans un film, ils doivent pas lire les BD parce que là, ils devraient râler beaucoup plus fort. C'est pas possible. Ben, au même moment, j'imagine que tu vas nous parler de l'état de la planète. Ah oui, c'est clair. L'état de la planète, je suis bien d'accord avec vous. Alors là, j'ai pas un diplôme en astrophysique, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Mais je pense que pendant un certain temps, ça pourrait durer quelques années, il est possible que quelque chose continue à flotter comme ça. Par contre, je pense pas qu'il devrait y avoir une zone habitable. Au niveau de l'atmosphère, il y a quand même pas mal de survivants, et en plus, ils se rendent juste au bord du cratère quand ils font leur trip philosophique. Donc là, je crois que c'est quand même pas possible. Ouais, côté gravité, ça doit être spécial. C'est un peu spécial. Alors, pour peut-être mentionner aux auditeurs. Si vous commencez à faire les frères Bogdanov dans Star Wars, on n'y arrivera pas, quoi, parce que même dans la trilogie originale, même avant Flying Leia, il y avait pas grand chose qui matchait d'un point de vue physique et astronomique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Ça, c'est vrai. Star Wars, c'est de la fantasy dans l'espace. Mais là, il manque un bon corps de la planète suite au tir de l'étoile de la mort. Ouais. Donc voilà, j'ai apprécié. J'ai pas encore vu autant la patte Gillen reprendre la main, mais je pense que ça va s'améliorer ensuite. Et j'aime bien le petit twist de la fin. Donc, à voir comment ça va continuer dans cette direction. D'accord, bon bah j'enchaîne. Alors moi c'était pareil, la série Star Wars, j'avais tendance les 2 derniers tomes à commencer à m'ennuyer un petit peu. Et alors là bizarrement j'ai vraiment pris mon pied. J'ai pris vraiment. Alors je pense que le côté fanservice, genre on va sur Jeddah et on trouve des Easter eggs de Rogue One, évidemment ça m'a botté. Donc ça c'est clair que je pense que ça y est pas pour rien. Alors certes le grand méchant Robocop, ok, lui je suis d'accord, mais par contre j'ai apprécié de revoir la reine qui revenait et d'avoir un retournement de situation qui était, je trouvais, assez habile, assez correct, assez vrai si tu veux d'un point de vue d'un personnage humain, donc là c'était intéressant.
Bon, ok, on avait le grand méchant, je suis le méchant de Bioman, mais bon, ça, on va dire qu'on peut le passer. Je sais pas si t'as la référence Francis Bioman au Québec, quoi, mais... Non, ça me dit absolument rien. C'était les Power Rangers, mais c'était encore plus cliché que ça, quoi. Et okay. Du coup, moi, le quart de planète en moins, la lune de cristaux, bon, bah... franchement, moi, quand je suis dans Star Wars, c'est comme quand je vais à Disney, tu vois, je me pose pas la question si... Voyons voir comment ils ont fait le carton-pâte, tu vois, enfin, je me dis que c'est bon, ça match, quoi, enfin, c'est... Si tu commences à te poser trop de questions, des fois je le fais, hein, je reconnais, mais... Je pense que tu vas juste te pourrir le truc. Donc moi je préfère, si tu veux, dire ok, tout est normal, ça va bien. Ah bah c'est intéressant, une planète, un 3/4 de planète, pourquoi pas. Et j'ai bien aimé ce côté crasseux, un peu planète en déperdition, donc ça m'a plu. J'ai surkiffé de voir les survivants de Saw Gerrera, et moi j'adore le personnage de R2-D2, ne serait-ce que pour le physique, là pour le coup niveau alien qu'on connaît, alors là lui il est énorme. Je le trouve vraiment énormissime, donc là j'étais vraiment gâté. On avait même à un moment des espèces de grands chevaux, vous savez, qui appartiennent avec des grandes pattes fines, qui appartiennent en fait aux différents religieux. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était créatif pour moi. Enfin, j'en ai eu pour mon argent. Donc au niveau des persos, et puis même la réflexion, les échanges de points de vue entre justement les intégristes et puis les rebelles classiques, je trouvais que c'était intéressant. C'est des échanges qu'on peut avoir même quand on parle politique, des fois avec certains qui sont plus ou moins radicaux. À un moment, on retrouve même, vous savez, alors j'ai perdu le nom de cette race, vous savez les aliens avec les 3 yeux là, qui ressortent. Ceux de Malastar ? Non, vous savez, la race des aliens avec qui est une race trilogique. Ouais. Oh, très bien. C'est Malastar, tu crois? Bon bah si tu dis que c'est Malastar, alors... Je crois qu'ils viennent de Malastar. Parce que je crois que quand ils sont au Sénat, ils disent le congrès de Malastar approuve... Ah bon bah ok, bah peut-être alors. Et aussi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Oui, j'ai adoré que le fait que Luke soit en quête spirituelle, et ça m'a plu. Et en plus, je trouve que sur Jedha, où justement, c'est qu'il y a une planète finalement assez religieuse, du fait, et il y a plusieurs factions. Moi, je l'avais vu dans le bouquin, vous savez, le gros bouquin de Rogue One là, où on voyait toutes les différentes factions de différentes religions qu'il existait. Je trouve que, franchement, fallait qu'il aille sur Jedha, se confronter à différentes visions de ce que c'est que la Force, et c'est vraiment intéressant de voir qu'il a des doutes, qu'il se cherche, et ça m'a fait aussi penser, vous savez, à un roman qui était sorti chez PKJ, où justement Luke était en quête de lui-même. C'est d'ailleurs, je l'ai vu adapté en BD là récemment, sorti chez Delcourt, qui est L'Arme du Jedi. Je crois que c'est ça le nom du... Ouais, exact. Du bouquin adapté en comics. Enfin, c'est pas en comics, c'est plutôt BD franco-belge même presque. Donc du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça, et du coup j'ai beaucoup aimé. Et le lien entre les rebelles et les intégristes, moi franchement ça me plaît. Et du coup, non, moi du coup j'ai passé vraiment un bon moment. Alors après il y avait des genre le gros méchant, et il y a un autre truc moi qui m'a saoulé aussi, c'est la grosse machine qui casse tout, une machine monstrueuse, encore une fois de la taille d'une planète. Tu te demandes d'où ils sortent ce machin quoi. Donc, la taille d'une ville, pas d'une planète. Ouais, non, mais il l'appelle continent classe, et c'est de la taille d'une... Mais ça, c'est pareil, c'est encore too much. Tu dis, mais les gars, vous les rangez où vos trucs des fois, tu vois? Enfin, c'est dans l'espace. Voilà. Sur le coup, moi aussi, je m'étais fait la même réflexion, et tu vois, avec mon fils, et je lui avais répondu, mais c'est vrai que si tu vas dans une vraie carrière, dans le monde réel, t'as de l'équipement assez monstrueux, merci. Là. Donc, c'est un équipement minier, il faut préciser aux auditeurs. C'est une espèce de machine de la reine là, Trios, là, de la planète minière. Donc, mais elle appelle la Trios. Ouais, mais bref, c'est ça. C'était juste pour défendre un petit peu l'idée de la machine. Non, je suis d'accord avec Francis. Moi aussi, je trouve que tu vas dans un chantier, c'est monstrueux. Pour la race que nous citions tout à l'heure, c'est bien la race des Gran, qui sont originaires de Malastar. Voilà, les Gran, voilà. Non, mais c'est ça, c'était le nom de la race qui me manquait. Donc mais c'est les bien Gran, la planète Malastar. D'accord, ça marche. Bon, bah ok. Et si je peux me permettre, j'ai vu très récemment un extrait du making-of, ou en tout cas un bonus de Solo, sur celui qui a 6 yeux, qui est c'est dans un Star Wars show. Ils font une petite featurette sur celui qui a 6 yeux, qui est une marionnette, en fait.
Ouais, D'accord. Comment on appelle ça, une marionnette robotisée. Un animatronics. Un animatronics. C'est un animatronics avec ses 6 yeux qui bougent en même temps, et c'est très impressionnant à voir. Donc allez regarder D'accord. sur le Star Wars Show, chaîne officielle Star Wars, et c'est magnifique. Moi, avant qu'on passe aux notes, les gars? Je mentionnerais Vas-y. peut-être un fait intéressant là, que j'avais oublié tantôt. C'est une scène, un flashback dans la tête de Leia, et c'est les derniers moments avec son père. Donc, il y avait une 4, donc quand, juste après, dans Rogue One, on voit Bail Organa dire à Mon Mothma qu'il va confier ça à la personne de confiance. Donc, c'est ça qu'on voit. Il confie la mission à Leia d'aller chercher les plans. Là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est juste une page, là, mais ça fait partie des choses que j'ai bien appréciées. Et deuxième petit détail, j'ai trouvé quand même intéressant, rafraîchissant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bref, de retrouver, non seulement de retrouver les snow speeders, mais là, bon, dans ce cas-ci, c'est pas pour la neige, mais les speeders qu'on avait dans l'Empire contre-attaque, donc en forme de V un peu, là. Et aux commandes, on a Han Solo qui le pilote, et derrière, on a Leia qui s'occupe là, du tir avec le grappin, là. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça le fun, un petit côté... au niveau timeline, on sait qu'on va retrouver ces speeders-là plus tard sur Hoth. Donc, Ils vont être adaptés pour la neige. Et pour les collectionneurs et les joueurs de Lego, je l'ai vu en magasin, le speeder en mode sable. Ah ouais? Ok. Ouais. Vous pouvez recréer cette scène chez vous. Ok. Il suffit d'avoir la figurine de Han et une figurine de Leia. Exactement. Très bien. Bon, on passe aux notes. Francis, tu donnes ta note? De mon côté, comme je disais, j'ai pas été impressionné, donc j'y avais mis un 45%, donc un 9 sur 20 seulement. Ben, moi, j'étais plutôt sur un 11. Quand même, je le donne la moyenne, mais avec quelques petites, effectivement, des petits bons points. La page avec le Bail, avec surtout cette petite phrase que je trouve très mignonne de Leia qui dit que c'était un conseil qu'il lui a donné pour une mission, et en fait, ce sera un conseil pour sa vie. Mm-hmm. Je trouvais ça assez bien trouvé, donc ça vaut bien au moins un point. Donc tu lui mets 11. 11. Et ben moi, messieurs, pour tout ce que j'ai dit, je lui mettrais un bon 14, quoi, parce que vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et donc ce qui nous fait une moyenne de 11,5. Donc on n'est pas tous d'accord sur ce que ça vaut. À vous de voir si vous n'avez pas encore acheté, si ça vaut le coup ou pas, si vous n'êtes pas complétiste. Voilà, et maintenant on va passer à notre dernier tome qui est Dr. Aphra, tome 3. Et je vous lis également le 4e de couverture. Aphra est désormais sous l'emprise de 000 et BT-1, donc les fameux droïdes méchants de Dark Vador, qui sont devenus autonomes. Pour satisfaire ses nouveaux maîtres, elle va devoir cambrioler l'un des endroits les mieux protégés de la galaxie, et se mettre à dos les forces de l'Empire et les troupes de l'Alliance rebelle, entre la capitaine Mania Tolvan et Hera Syndulla. L'héroïne de Star Wars Rebelle, l'archéologue aura fort à faire pour survivre. Et donc c'est à nouveau de Kieron Gillian et de Saïs Purrier, je sais pas si je le prononce correctement, Emilio Lesso. Donc on voit qu'on a un changement de dessinateur au milieu de l'arc, et c'est un peu dommage ça, parce que clairement le premier est largement meilleur que le second pour moi, quoi. Deuxième qui fait un peu plus gamin, et c'est dommage parce que je trouvais que c'était assez mature comme histoire. Donc, ce qui se passe dans cette bande dessinée, du coup, on a donc les fameux droïdes qui envoient notre Dr. Aphra en mission, et il y a tout un lien, en fait, il y a une construction en parallèle avec la fameuse agent de l'Empire, qui du coup s'est fait dégrader, en fait, qui a perdu son grade, à cause de ses derniers problèmes avec Aphra. Et il y a ce qui est intéressant, ce rapport d'amour et haine entre elle et Aphra, et ça je trouve que c'est hyper bien construit, et le paradoxe entre justement tout le long l'amour, la haine qu'elles ont l'une envers l'autre, et c'est assez réciproque, et c'est vraiment intéressant. Il y a même toutes ces questions qu'elle commence à se poser au sein de l'Empire. Elle a aussi ce paradoxe entre la fidélité qu'elle doit à son empire et en même temps
le constat elle est un peu dans le déni, elle ose pas s'avouer que vraiment c'est vraiment un système injuste et dégueulasse qui lui fait pas du bien. Et elle est vraiment la fameuse agent de l'Empire là, elle est vraiment en train de se poser des questions et elle est un peu torturée de l'intérieur. Donc ça c'est vraiment l'aspect intéressant et on voit justement les deux femmes se rapprocher. Donc ça c'est vraiment sympa, j'ai trouvé à ce niveau-là. En dehors de ça, donc ça c'est le premier pan de l'histoire, et il y a l'autre pan qui est intéressant. C'est la rencontre de Dr. Aphra, justement, avec les rebelles, où elle va aller rencontrer la rébellion, et donc du coup, pour bien évidemment une sorte de manipulation, hein, on va dire, à la base, et elle va aller rencontrer Hera Syndulla et les différents rebelles, et c'est son premier lien, plus ou moins, avec la rébellion. On pourrait presque imaginer qu'à un moment, peut-être qu'elle rejoindra la rébellion. Et encore une fois, elle retrouve encore une femme importante qui est Hera Syndulla. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un comics qui est hyper féministe, justement, parce que on a, je trouve, trois personnages féminins qui sont hyper forts, et que moi, du coup, Hera, j'ai toujours adoré, c'est mon perso préféré de Star Wars Rebels. Mais j'ai trouvé que Dr. Aphra, avec laquelle j'avais du mal, et le fameux agent de l'Empire que je trouvais un peu fade et cliché, tout d'un coup il prend du relief. Et là vraiment j'ai trouvé qu'on avait vraiment 3 super personnages féminins qui tenaient l'histoire de A à Z. Et vraiment j'ai trouvé assez fort, alors que Dr. Aphra c'est plutôt quelque chose que je subis. Là j'ai vraiment adoré, et donc du coup ça a vraiment changé la donne pour moi. D'autant plus qu'elle rencontre, elle a une équipe de mercenaires avec elle, hein, qu'elle va engager, qui sont tous, pour le coup, là, hyper originaux. Donc, on a une espèce de renarde éclaireuse, on a un policier de Milvain, on a également un espèce de cyborg qui s'est fait couper la tête, avec, du coup, son compagnon. On a un droïde, et on a une espèce d'alien qui s'appelle Sir Six, avec des longs bras de tous les côtés, qui ressemble un peu à une sauterelle. Et ça, je trouve que là, c'est créatif, et là, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Plus les fameux Tuka qui explosent, j'ai trouvé ça génial. Et à un moment, on voit même un droïde comme K2SO. Donc ça, non, vraiment, j'ai trouvé excellent. Donc je vous laisse, messieurs, vous donner votre avis. Allez-y, hein, David. Mais en fait, ce qu'il y a, je vais être honnête avec vous, c'est que je ne l'ai pas lu parce que j'ai beaucoup de retard. Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas lu, excuse-moi. C'est ça. Non mais je peux quand même dire deux mots. Moi, je trouve que effectivement, Aphra, c'est une série que je trouve quand même intéressante, même si j'ai pas lu, qui fait beaucoup plus comics et comique, hein, les deux sens. Et ça m'intéresse bien. Et du coup, moi, tu m'as redonné envie de le lire, donc je vais me rejeter dessus. Mais c'est juste que je n'ai pas eu le temps avec tout ce qu'on avait à lire. Voilà. D'accord. Donc, Et Francis, je ne vas-y. pas non plus. Donc, de mon côté, j'ai bien aimé au global. T'en as parlé un peu, Tom. Il y a énormément de références, des références en quantité industrielle à la prélogie, à Rogue One, à Rebels. Moi, c'est le genre de choses que j'adore. Je vais essayer de penser peut-être à ce que tu n'as pas mentionné, mais le policier dont il est question, Tam Posla, on le voyait dans le film Rogue One. Donc ici, et on va le revoir à l'avenir aussi dans d'autres Dr. Aphra. Et bref, c'est un personnage... un petit peu sur son casque. Oui, exactement, un casque chromé avec un espèce de triangle. Et dans le fond, on explique ici qu'est-ce qu'il faisait sur Jedha. Ouais, exactement, c'est sur Jedha qu'on le voyait. Et comme le personnage que tu parlais qui avait la tête coupée, on va dire, c'est un cyborg là, qu'on voit entre autres dans Solo plus récemment, qu'on voit aussi dans Rogue One. Donc c'est des créations du docteur Evazan, personnage qu'on croisait... Récurrent. J'aime bien les cantines. Ouais, exactement, qu'on croisait à l'origine dans la cantina et qu'on voit dans Rogue One aussi. Donc, on aperçoit très brièvement là, dans Rogue One. Mais bref, beaucoup d'aliens aussi. Je savais que ça allait te plaire, Tom, de ce côté-là. Beaucoup de races. Dans ce que tu n'as pas mentionné, il y avait aussi ceux de l'Union. Je ne sais plus c'était quoi là, dans la traduction française, d'autant que pour ce qui est des films de la prélogie, on avait une traduction différente au Québec de celle que vous aviez en France. Mais dans la BD, ils appellent ça le syndicat techno.
Donc, je sais plus si c'était l'Union Techno ou quelque chose comme ça. Il y a eu Techno Syndicat, effectivement. Ouais, donc ceux qui est avec un visage un peu vert, là, assez carré, avec une espèce de masque toujours pour respirer. Donc là, on va sur leur planète ici. J'ai bien apprécié de voir ce qui est arrivé de leur planète après, parce qu'on sait qu'ils étaient dans le camp des perdants, on va dire, là, de la guerre des clones. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui est arrivé avec eux. Un petit retour à Et puis, on voit même Wat Tambor. oui, exact. J'allais mentionner qu'on retourne un petit peu dans l'archéologie, mais très, très brièvement quand même. Faut mentionner que, bon, la série Dr. Aphra, dès le départ, David le dit un peu, c'est plus comics que les autres Star Wars et plus délirant. Plus vraiment, là, ça part dans tous les sens. Et certains, comme commentaire que j'ai lu, qui revient, bon ben oui, ça fait moins Star Wars épique traditionnel. Ça fait moins sérieux. On est dans le pas crédible, là, c'est le cas de le dire, c'est souvent tiré par les cheveux, exagéré. Malgré tout, je trouve que ça colle bien. Et quand je lis un Dr. Aphra, je m'attends à ça. Je m'attends à un niveau dans le fond, là, d'éclaté supérieur à ce qu'on va trouver dans les autres comics de Star Wars, qui respectent peut-être un petit peu plus la trame générale là, du story group. Donc, moi, de ce côté-là, ça me dérange zéro pour ce qui est de Dr. Aphra. D'ailleurs, je te corrigerai très brièvement. Tom, tu parlais de ses premiers liens avec la rébellion pour Aphra, mais il faut se rappeler que dans les séries Vador puis dans la série Star Wars, elle avait été emprisonnée par Leia, qui la déteste. Ouais. Et on avait le crossover aussi où est-ce qu'elle collaborait avec Luke et par après, là, Anne et toute la fine équipe s'y joignaient. Là. Donc, c'est ça. C'est pas ses premiers contacts avec la rébellion. C'est vrai. Mais là, c'est ça. On retrouve Hera qui est aux commandes d'une académie de vol. Et j'ai trouvé ça très original quand même de recycler. Hera est aux commandes d'une station, j'ai plus le nom, là, mais les stations de la Fédération du commerce, là, les espèces de gros, des grosses boules au milieu là, entourées d'un gros cercle. Donc, j'ai trouvé ça très le fun et elle se sert des capacités de contrôle de droïdes de cette station-là pour entraîner les pilotes, là, contrôler les X-Wing à distance, etc. Donc, et ça pourrait sembler, tu sais, quand on le lit au début, ça semble être un détail insignifiant et finalement, on se rend compte à la fin que ça a une importance là, sur le dénouement. Donc, j'ai trouvé ça, honnêtement, c'est probablement un des comics Star Wars qui m'a le plus surpris. J'avais pas du tout vu venir là, la fin avec justement Aphra planifie d'utiliser cette station-là comme bélier pour défoncer une station impériale et ensuite des capacités de traction, on va dire, en tout cas d'attraction. Pour capturer une partie de la base ennemie puis partir avec complètement. Donc, au lieu d'être ce qu'on pense être un vol de données à l'origine, avec une petite mission d'infiltration là, de l'équipe, finalement, c'est le vol d'une partie de la station grand complet. Donc, ça, c'est du grand Dr. Aphra. Là. Juste la case de Hera, parce que Hera se fait kidnapper par Aphra à un moment du bouquin. Et elle envoie une vidéo, dans le fond, à l'Empire. C'est comme ça qu'elle veut s'infiltrer. Donc, elle envoie un hologramme là, à l'Empire, comme quoi elle détient la générale Syndulla. Donc, et elle lui met une grosse boucle rose sur la tête, là, comme un cadeau. J'ai trouvé que ça, on est exactement dans le thème, là, dans le côté comique de la série Dr. Aphra. Non, moi, j'ai quand même bien apprécié. Le fameux droïde d'improbabilité. Donc là, j'y ai vu tout de suite une référence au guide galactique là, de Hitchhiker. Je confirme, parce que je ne l'avais pas lu, mais je vois la référence. Ouais, c'est un droïde là, complètement fou qui arrête pas de dire tout ce qui est moins logique que vous pouvez imaginer. Là. Mais que c'est ça, qui finit, c'est un peu comme dans le guide galactique, là, qui fait de quoi mais que Aphra, elle a tout prévu. Tom t'a mentionné aussi les espèces de petits toutous, là, ou je sais pas, je me souviens plus le nom, mais des petits animaux mauves, là, comme des petits nounours.
mais qui ont des explosifs, des bio-explosifs dans leur ADN en TK. Donc, bref, elle s'en sert comme des bombes surprises. C'est un peu le psycho-quack de Star Wars. Ouais, c'est ça, tu sais, elle les lance, là, c'est grosseur Pikachu, on va dire, mais en mauve. Et elle garoche ça, là, mais tu sais, c'est quand même une créature vivante. Bref. Ça me fait penser aux cochons qui grossissent dans Rebelle. Ouais, les cochons globes, ouais, c'est trop marrant. Ouais, un peu. Mais là, bref, il explose de façon assez destructrice, merci. Donc, c'est ça. Côté négatif, je dirais, au niveau du bémol, je dirais que c'est quand même une histoire qui tourne un peu en rond dans le sens où, à la fin, c'est le retour à la case départ. Ou en tout cas, juste avant le départ de cet album-là. Mais, typique de ce personnage-là, elle a encore plus d'ennemis accumulés au début. Oui, c'est clair. Il n'y a pas grand monde qui l'aime. Non, c'est ça. C'est à chaque album ou à chaque même numéro, elle se ramasse avec plus d'ennemis toujours. Donc, mais n'empêche, j'ai aimé le fait que ça nous offre beaucoup d'ouverture pour la suite des choses. Donc, mais c'est ça. Bref, et côté graphique que j'ai pas mentionné, moi aussi, c'est vrai, je préférais les dessins de Kev Walker, qui assurait le dessin là, de la série jusque-là. J'ai pas détesté quand même ceux-là, là, d'Emilio Lezo. Mais c'est OK sans être exceptionnel. Tu sais, je trouve que ça, peut-être, c'est peut-être moins éclaté puis pété là, que l'étaient ceux de Kev Walker. Moi, je me souviendrai toujours de la case où est-ce que tu avais un Wookiee qui tenait, qui arrachait les canons d'un marcheur là, impérial puis qui s'en servait là, comme d'un fusil. Là. C'était dans le délire que tu pourrais pas voir dans un film, clairement, mais que là, dans un comics, ça passait très bien. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un divertissement très agréable que ce troisième tome de Dr. Aphra. Et tu mettrais quelle note? Moi, celui-là, c'est celui que j'ai préféré des trois, clairement. J'y avais mis un 85%, donc un 17 sur 20. Ah ouais, quand même. Et bah tu vois, moi j'hésitais entre 15 et 16, donc si on fait une moyenne entre nous, on va dire qu'on est à 16. Donc les auditeurs, si vous ne l'avez pas, David, si tu ne l'as pas, c'est bon, tu vas pas perdre ton argent a priori. Je les ai en fait, puisque j'ai... Ah, tu l'as, c'est juste que t'as pas eu le temps de le lire, d'accord. Et toi, t'achètes en kiosque uniquement? J'achète les kiosques, ouais. Bah du coup uniquement parce que sinon ça me fait des doublons, donc... Après, bah, y a ceux qui sont sortis indépendamment, par exemple Lando, là je peux les acheter, ceux-là. Mais les autres, je les garde sur les kiosques. Okay. Ça fait ma petite dépense du mois. Du coup, on a également notre ami Loïc qui n'a pas pu être là pour des problèmes techniques. Et il nous donne ses avis sur les différents comics. Alors, sur le Star Wars Top 7, il nous dit « Star Wars, les cendres de Jedha, une histoire qui commence bien, en retournant sur les traces de cette planète qui a vite conquis le cœur des fans. » Monsieur fait de la poésie. J'ai été conquis par le côté légèrement mystique lié à la planète, et en même temps, j'ai trouvé que ça allait un peu partout. Malheureusement, ils m'ont vite perdu. L'histoire part vite, encore une fois, dans des considérations propres aux médias du comic book. J'en avais parlé lors d'une précédente émission. Le concept de l'officier impérial transhumaniste ne passe pas chez moi. Je n'imagine pas une armée aussi élitiste accepter ce genre de choses. Et le Shotorun sont un peuple qui m'ennuie au plus au point. Reste le graphisme qui fonctionne sur moi. Or, quelques pages où les visages ne se marient pas avec le reste du dessin, et le retournement de situation justement lié à la reine que je n'avais pas vu venir. Et il lui met 8 sur 20. Donc si vous voulez réagir... Bah c'est pas beaucoup, mais d'accord. Ça rejoint... C'est ça, ça rejoint. Je pense que tout le monde est unanime sur le personnage du grand méchant. Ensuite, on passe à Aphra tome 3... Comme pour le volume Star Wars 7, le postulat de départ est intéressant, voir la situation se retourner contre Aphra et la voir passer sous la coupe de 2 droïdes apporte un vent de fraîcheur bienvenu. La continuité de la relation entre Aphra et sa maîtresse impériale aussi, malheureusement c'est à peu près tout ce qui m'a plu. Impossible de comprendre comment Aphra est arrivée au service de 000, j'avais l'impression d'avoir loupé un épisode, je ne ressens absolument pas les enjeux et je n'arrive pas à imaginer ses aventures et les personnages qui gravitent autour d'elle. Prendre place dans l'univers visuel de la saga et ça me gêne. Est-ce le dessin, l'histoire, les concepts ou le tout? Impossible d'être sûr, mais pour moi la mayonnaise ne prend pas. Aphra est intéressante, mais ni son univers ni ses aventures. La promesse d'une aventurière archéologue est largement abandonnée, je la lis uniquement parce qu'elle est dans le magazine Kiosque, et que j'ai d'autres choses à lire. J'aimerais y voir une autre équipe créative pour tester le vrai potentiel du personnage. Je serais curieux des chiffres de vente VO.
Si je devais l'acheter en volume librairie, je ferais l'impasse totale, comme quoi, hein. Et il lui met 5 sur 20. Il était il est en colère aujourd'hui, Loïc. Ouais, il est encore plus dur que nous. Hein. Ouais. Donc du coup, ça va faire relativiser les auditeurs. Hein. Ouais, ben c'est ça, Loïc, je pense qu'il n'a jamais été fan de la série. Il le mentionnait. Puis il a raison complètement sur l'aspect comment Afra s'est retrouvé aux ordres de 000. C'est quelque chose qui passe en un clin d'œil et bon, ben là, nous, en français, comme on les lit dans des albums, ça se passe entre les deux albums, dans le sens que c'est la dernière page du précédent et là, tout à coup, dans la première page de celui-là, est déjà à ses ordres. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Là. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'avais fait, OK, ouais, il manque un pont entre les deux, là. Mais, bon, c'est la séparation des... C'était le retournement de situation de la fin du tome 2. Et donc, on va terminer du coup un peu plus positivement. Il a dû garder le meilleur pour la fin. Lando jeune, donc il nous dit très peu d'enjeux, pas d'échelle galactique, mais du fun. Conquis bien plus par ce volume que par Lando du film. Hein. J'ai vraiment apprécié lire ces épisodes et je pense que je vais les relire plusieurs fois. La fin nous montre les événements du film sous un angle inattendu et explique l'impression qu'on pouvait avoir qu'il cambriolait son propre vaisseau. Un volume à posséder, et là il met 15 sur 20, donc là il est raccord avec nous. Bah c'est exactement ce que j'en ai dit. Ouais, c'est ça. Et bien voilà, en tout cas merci à Loïc, et puis la prochaine fois on te veut au micro. Eh bien messieurs, du coup, vous voulez rajouter quelque chose à l'issue de cette émission ? Ben ceux qui n'auraient toujours pas et se seraient toujours pas mis à la lecture des comics malgré nos très bonnes critiques dans certains cas, je vous conseille fortement de vous y mettre. Moi, je suis contrairement à, je pense à Thomas, entre autres, et peut-être à David aussi, je suis pas un lecteur de comics, donc j'en lis pas autre que Star Wars. C'est pas un médium qui m'attirait, mais comme ça contient énormément d'histoires qui font partie du canon, je m'y suis mis, là, il y a quoi, 3 ans peut-être, là, que Marvel a récupéré ça. Et je dois dire que dans certains cas, j'adore ce que j'y lis, donc je vous le conseille, vraiment. Ah, moi, je suis un gros lecteur de comics, donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais oui, c'est vrai que ça peut être un pied pour y aller. Tu veux nous parler éventuellement de ta prochaine émission, Francis, ce week-end ? Oui, peut-être effectivement plugger le fait qu'on enregistre devant public samedi le 1er juin à l'Assomption dans la Naudière, donc au Festival Geek Culture de la Naudière. Donc, si vous voulez venir nous voir, je ne sais pas quand est-ce va sortir l'émission qu'on est en train d'enregistrer, mais bref... chance que vous soyez déjà venus. Effectivement, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je vais vous dire merci, effectivement, David. Et ça devrait faire partie des prochaines émissions à sortir. Donc, et le thème justement du festival et de l'émission, c'est la culture geek. Donc, une émission sur le rôle de Star Wars dans l'évolution de la culture geek. On sait que c'est rendu quand même... ça a beaucoup évolué. La geek culture, c'est devenu quelque chose de cool et branché. Donc, le rôle de Star Wars... Non, c'est ça exactement. Donc, le rôle de Star Wars dans tout ça. Très bien. David, tu veux dire un petit mot de la fin ? Non, bah moi je sais que va falloir que je me jette sur les Afra parce que là vous m'avez bien motivé. Très bien, bah tu vas passer une bonne soirée alors, a priori. Très bonne nouvelle. Eh bien écoutez, on va conclure cette émission. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode, sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. On est partout. Hein. Et on remercie nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Solonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Salutations finales donc de la part de Francis, de David et de moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.